La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 10. Arrakis. Je t'aime, allez! Ma voix transpire à l'hypocrisie, et même le plus teubé des baltringues le verrait. Cependant, ma sœur s'immobilise. Les épaules contractées, je la sens qui maîtrise sa respiration. Je t'aime aussi, finit-elle par lâcher. Mais des fois tu m'exaspères au plus haut point. Lilou tourne la tête légèrement vers moi, qui suis derrière elle, et j'entrevois un œil mauve vitreux. Je carre la mâchoire. Merde, j'y suis allé peut-être un peu fort. J'adore taquiner ma frangine, mais de là à la faire chialer, bordel. Je m'approche d'elle. La peine teinte son visage. Je m'arrête et pose un pédipalpe sur son bras. À peine je la touche, elle se retourne d'un coup et se love dans mes pattes. Je la serre contre moi. Je te déteste quand tu fais ça, me murmure-t-elle d'une voix dure. Je fais la moue et soupire bruyamment. Je suis désolé, sœurette. Elle lève la tête et plante ses prunelles dans les miennes. Toi? Désolé? Tu m'en diras tant. Je lui souris. Je suis sincèrement désolé. Mais comprends-moi, je pouvais pas passer à côté d'une telle occasion de me foutre de ta gueule. Elle recule et me repousse violemment le crâne de la main. Arrakis! C'est sérieux! Ce type était bizarre. Ah! J'avais donc vu juste. Je me demandais si c'était un homme ou une femme qui t'avait mis dans tous ces états. Un homme. Mais pas un homme normal. Je ne contrôlais plus rien. C'était comme si mes jambes ne m'appartenaient plus. J'étais hypnotisé, complètement figé. Une seule envie me hantait, me jeter dans ses bras. Il était canon au moins. Oh, carrément, souffle-t-elle, les yeux un peu perdus. Il était sacrément bien foutu. Donc, ton seul problème, c'est que t'étais à deux doigts de baver devant lui? On peut avoir une discussion sérieuse pour une fois? Crache-t-elle en croisant les bras sur sa poitrine, furieuse. Je hausse les épaules nonchalamment. C'est plus fort que moi, m'excusai-je en ricanant. Il dégageait quelque chose. Je soupire d'exaspération. Il dégageait rien du tout, ma pauvre. Ce baltringue était juste bien gaulé, t'as surpris, c'est tout. Je suis sûr que tu es devenu rouge piment dès qu'il t'a parlé. T'es tellement une noob pour gérer tes émotions face à un mec ou une meuf que tu serais capable de te noyer dans un verre d'eau. Ouais, rappelez-vous que les ondines respirent sous l'eau et qu'elles ne peuvent donc pas se noyer. Ironie, hein? Et j'en profite, un noob c'était une larve myrme avant leur première mue. Aujourd'hui, les soldats se sont appropriés cette expression pour qualifier de manière péjorative les nouveaux arrivants ou les individus particulièrement faibles et mauvais. Elle grimace, et je reprends tout à coup, sérieuse. Un acquis? Lilou secoue la tête. J'y ai songé, je suis pas débile. Mais j'ai dressé ma muraille mentale dès que je l'ai aperçu et qu'il m'a troublé. Mais il n'avait pas d'aura d'activer. Ou elle était trop badass pour que tu puisses les détecter. Non, je pense pas. Mon père m'a préparé à cela, et je doute que ce type ait un acquis plus puissant que celui de mon daron. Je souris intérieurement. Elle a utilisé un de mes mots. Elle soupire, et continue. Non, c'était autre chose. Et en plus, je risque de le recroiser. Il est membre des Aurores apparemment. Chouette! Du drama! Ris-je, en me frottant les pédipalpes. Les loups se retournent en maugréant, et se remet à marcher. Les relations amoureuses des humains seront toujours un mystère pour moi. Chez nous, c'est simple. Les femelles cherchent un mâle, lui défoncent la gueule pour lui prouver qu'elles sont assez fortes pour engendrer, copulent, et se barrent. Y a pas de je t'aime, moi non plus, oh mon amour, que tu es beau. Non, rien, nada, walou. Nous allons à l'essentiel, basta. En plus, nos géniteurs servent à chi. Ils sont rachitiques et faibles. Allez, j'ai faim, lance Lilou par-dessus son épaule. 3 rues plus tard, nous arrivons devant l'épée brisée. Un établissement humble et sans prétention, qui prépare un ragoût délicieux. Enfin, je ne mange pas ce genre de bouffe, vous l'imaginez bien, mais c'est ce qu'en dit Lilou en tout cas. Dès que nous franchissons les portes, une vague de chaleur nous enveloppe, effaçant la fraîcheur de la nuit. La salle, petite et intime, ne compte qu'une demi-douzaine de tables, dont la moitié est déjà prise. L'odeur du pain grillé, des herbes séchées et des patates qui mijotent flotte dans l'air, nous invitant à nous asseoir dans un coin tranquille. « Lilou! Arrakis !» nous salue Lissana. La serveuse a une vingtaine d'années, avec une voix joviale et un minois si riant qu'on dirait qu'elle a avalé un rayon de soleil.
Ses ailes de séraphin sont d'un blanc immaculé. Elle a des yeux bleus, perçants comme des lames, et ses cheveux blonds sont coupés aux épaules et coiffés en 2 tresses qui lui encadrent le visage. Elle prend Lilou dans ses bras et la serre tendrement. « Ça fait plaisir de vous revoir, mes jolis. Que désirez-vous ? Le ragoût de ton papa, bien sûr, répond ma sœur, avec un bol de lait pour la terreur qui m'accompagne. » La jeune demoiselle tourne alors les talons tandis que Lilou la regarde s'en aller, un demi-sourire aux lèvres. Lilou connaissait Lissana depuis que sa mère l'avait mise au monde, bien que celle-ci soit morte en couche, la pauvre. Que Atalnet veille sur son âme. Son père, Amitila, était un ancien clerc séraphin d'aurore éternelle. Un bon ami de son paternel qui a raccroché son tablier au clou suite au décès de sa femme. Avec ses économies, il a ouvert cette auberge, transformant son chagrin en bon vin, comme on dit. Enfin, comme les punais disent. En raison des liens solides qu'il avait avec Lindy, Lilou a passé une bonne partie de son enfance à traîner avec Lissana, au point qu'elles se considèrent presque comme des sœurs de lait, bien que la différence d'âge rende parfois cette dynamique un peu bizarre. Quand Lilou a pris le chemin de la carrière de raider, à la fin de l'académie, leurs routes se sont quelque peu séparées. Mais malgré tout, leur affection l'une pour l'autre n'a pas faibli. À chaque fois que Lilou rentre à la maison, c'est comme un retour aux sources. Elle file voir Lissana et son père. En hiver, quand la neige recouvre le sol comme une couverture, on leur donne souvent un coup de main, chassant sangliers, daims à la lisière de la forêt, ou dans les champs jachères au sud. Je ne suis pas vraiment fan des punais en général, mais Lissana, c'est l'exception qui confirme la règle. Une vraie pépite cette fille, kawaii et cool. Kakwa ? Ouais, kawaii, ça veut dire mignonne, vous suivez ou pas ? Quelques minutes plus tard, alors que Lilou rêvasse en caressant mon crâne velu, la petite blonde revient avec notre commande. Ma frangine la remercie, toujours souriante, tandis que je rapproche de moi le bol, qui a plus la taille d'un gros saladier, avec mes pédipalpes. J'y plonge ensuite mes lourdes chélicères et entame ma dégustation à grand bruit de succion, que je me fais un malin plaisir à rendre désagréable. La serveuse penche la tête sur le côté et ose d'une voix timide. « Ça fait longtemps que je me pose la question, Arrakis. Mais pourquoi du lait ?» J'élève ce qui me fait office de sourcil et ricane. « Parce que ça me change de la barbaque ? Enfin, de la pulpe d'organes prédigérés, pour être plus précis. »« Tu m'épargnes les détails, s'il te plaît ?» claque Lilou d'un regard noir. « Je mange, là. » Je lui souris de tous mes crocs, avant de reprendre à l'adresse de la blonde amusée. « Toi, tu bouffes bien du pain sec et des feuilles de salade, non ? Bah, moi, je tète du kirk et du lait. À chacun ses petites habitudes dégueulasses. »« Tété, tu t'aides pas ta mère à la naissance, à ce que je sache. » tranche Lilou, la bouche pleine. « Nope. À ma naissance, j'ai plutôt becté mes frères et sœurs avant de fuir ma daronne, qui voulait, elle aussi, essayer de me becter. Chez nous, on fait pas dans la dentelle, hein. C'est la loi de la jungle. Chacun pour soi et tout sur celui qui va geindre. » Je replonge mes chélicères dans mon bol en haussant les épaules, tandis que Lissana, ailée par un client, s'en va en riant. Après avoir saucé son assiette jusqu'à la dernière goutte, Lilou se rend aux cuisines pour saluer Amitila, ravi de la revoir. Ils discutent ensemble une grosse demi-heure jusqu'à ce que je commence à en avoir ras la rondelle de faire le tour du plafond pour taper la causette aux araignées des maisons qui y ont élu domicile. Une fois dehors, elle reste un instant à inspirer une grande goulée d'air frais en posant sa main sur mon crâne. « Allez, poussinette, dit-elle en bâillant. Il se fait tard. On rentre ? » Je recule d'un bond et grogne en la foudroyant du regard. « Ça t'a pas suffi ce matin ? » claquai-je. « J'ai slacké pendant 3 plombes pour t'attendre et tu me parles encore comme ça ? » « Tu vas finir par devenir une Kurokage, tu sais » glousse-t-elle en croisant les bras, ignorant délibérément mon ton menaçant. « Ne prends pas tout au premier degré comme ça. »« Baltringue, je vais t'en foutre des degrés ? Mais ouais, t'as raison, rentrons avant que je m'énerve pour de bon. » Je me retourne pour m'éloigner, mais je m'arrête, suspendu un instant, un milieu de reproches et de mots fleuris me traversant l'esprit, puis je dis finalement, d'un ton glacial. « Et ne parle pas de ce que tu ne connais pas, ma sœur. » Encyclopédie des savoirs anciens. Les Kurokage, serviteurs noirs de Shatan. Les sombres bêtes, aussi appelées créatures des ombres ou Kurokage, en Mirme, sont des êtres anciennement classés parmi les aînés, mais dont l'esprit a été altéré par des processus pathologiques relevant d'une folie surnaturelle. Une fois transformés, ces êtres deviennent intrinsèquement malveillants et agressifs,
et ils ne vivent plus que pour accomplir les desseins et les murmures fantomatiques de leur maître, Shatan, le titan noir des ténèbres. Quelle que soit leur forme d'origine, ces créatures corrompues adoptent une apparence obscure. Pelage noir, écailles grises, carapace brunâtre. Mais leur trait le plus reconnaissable reste leurs yeux rouges incandescents, luisant d'une haine surnaturelle. Les myrmes nommaient cette lueur la rage de Silic, incarnation de la colère destructrice de la lune de sang. Actuellement, les sombres bêtes sont activement traquées et éliminées à vue par toutes les civilisations humaines et les aînés qui les croisent. Ces bêtes vivent dans les ombres, ne quittant leur refuge souterrain ou forestier que lorsque la mer Soleil est couchée ou occultée par une couverture nuageuse dense. Cependant, depuis quelques décennies, on observe une recrudescence d'attaques dans des zones qui, jusqu'à récemment, étaient rarement concernées. Ainsi, des régions telles que la Sapine ou la savane de Brocard connaissent une augmentation significative des incidents sur leur route. Certains spécialistes suggèrent que cette prolifération pourrait être le prélude à un événement catastrophique, identifié dans les textes prophétiques myrmes, vieux de plusieurs millénaires, sous le nom de Ragnarok. Bien que la majorité des Kurokage présents sur Thurem aient été créés durant la guerre des Titans, au cours de la troisième ère, certains aînés succombent encore à la folie aujourd'hui. Ce processus de dégénérescence est principalement attribué aux vampires, eux-mêmes considérés comme les descendants des anges antiques, que Shatan aurait corrompus durant la guerre des cieux. Ces entités exercent sur leur proie une pression psychologique prolongée, visant à fragiliser, puis à détruire progressivement la résistance mentale de leurs victimes. Lorsque la volonté du sujet s'effondre, il entre dans un état de désintégration psychique, conduisant à une transformation physique et spirituelle. L'individu ainsi perverti présente alors des signes caractéristiques, une coloration rouge sang de ses yeux, ainsi qu'un assombrissement marqué de sa peau, de sa carapace ou de sa chitine, selon son espèce. Ces altérations sont reconnues comme des manifestations directes de l'influence de Shatan. À ce jour, aucune méthode connue ne permet de restaurer la santé mentale d'un aîné ayant sombré dans cet état de folie, et les témoins de ces transformations, qu'ils soient compagnons, famille ou sans liés, portent souvent un traumatisme indélébile, impuissants face à la déchéance de ceux qu'ils aimaient. Par Sir Darredon, maître du savoir de Massilia.